Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Et cette semaine, eh bien, vous le savez, nous sommes avec le couple Éric et Rachel Dufour. Et aujourd'hui, nous allons parler des premières années de mariage, peut-être même des premiers mois de mariage. Et on se dit, retour de lune de miel, ça va continuer, tout est parfait. Et quelquefois, il y a quelques petites surprises, des déceptions, des désillusions qui peuvent même pousser à une réflexion. Est-ce que je me suis trompée ? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais la vie va être longue. Comment allons-nous faire? Vous rassurez-vous. Je crois que vous n'êtes pas les seuls et qu'il y a aussi que Éric et Rachel vont être pleins de sagesse pour vous donner des conseils. Et je suis aussi avec Sandra. Sandra, 9 ans de mariage. Donc vous êtes plus dans vos premières années de mariage. On a déjà passé un cap. On a déjà passé... oui et non, en fait. J'allais dire, on a passé la lune de miel, mais je crois pas, en fait. Non, mais passer le cap des toutes premières années. Oui, on n'est plus dans les premières années. Encore en lune de miel. Mais ouais. Bah alors, ça fait combien de temps? 34 ans. Waouh, félicitations. j'avais 5 ans. Ah bon? T'étais très jeune, quand même. Ça m'envoie en prison. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Toi, Annabelle, combien d'années? Nous, 22 ans. Waouh. Ouais, 22 ans de mariage. Donc, on va voir avec vous comment est-ce qu'on passe à travers ces premières années de mariage. Et on avait fait un sondage il y a quelques années maintenant. Et comment avez-vous trouvé vos premières années de mariage? Et la grande majorité des questions, des réponses, avaient été difficiles. Ouais. Difficiles, voire très difficiles, avec beaucoup de remises en question. Et malheureusement, certains abandonnent dans ces premières années de mariage. Alors, on va voir ensemble, est-ce que c'est normal de vivre tout un tas de tempêtes? On a parlé lundi des fréquentations et des fiançailles. C'est sûr que quand on n'a pas bien passé cette période-là, comme tu l'as si bien dit, Eric, il n'y a rien qui va s'arranger dans le mariage. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve peut-être à faire face à tous ces défis. Donc, première question, est-ce que vous, de votre expérience, c'est quelque chose qui est quand même commun des premières années de mariage? On l'entend beaucoup et je pense qu'effectivement, merci pour la mission de lundi, parce qu'en fait, mieux on est préparé en amont, plus simples seront les premières années. Parce qu'on a bien eu toutes les conversations qu'il faut avoir, on a vu les différences, on s'y attend en fait. Malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup d'emphase sur la journée du mariage, très peu sur la préparation du couple. Et alors, il y a des grandes surprises. Mais avec une émission comme celle-ci d'aujourd'hui, on devrait pouvoir vous aider à faire que les années soient plus simples. C'est vrai, c'est une grande tendance. Et tu dis les premières années, mais des fois, c'est la première semaine en fait. Ouais. Parce que le voyage de noces ne se passe pas toujours bien. Il y a une espèce de pression, de folie pour la première nuit. Alors, s'il y a eu des erreurs avant, il y a tout ce bagage qui vient. Et puis, il faut prendre le temps, en fait, de découvrir la sexualité ensemble. Maintenant, ça y est, on y est. Le chemin est ouvert. Et des fois, les couples s'attendent à ce que ça soit le feu d'artifice le premier jour. C'est pas toujours ça. Ça prend du temps. On a besoin d'apprendre à se connaître soi-même, le corps de l'autre. Donc, donnez-vous du temps pour découvrir la sexualité dans le cadre de votre couple déjà. Donc, laissons passer tranquillement peut-être les premières heures. Si on a fait la fête jusqu'à 1h du matin, il ne faut peut-être pas s'attendre non plus à ce que ce soit de la pour folie. porter au lendemain. Attendons ou le au lendemain. démarrage. Ça, c'est correct. Mais bien sûr. Ça, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment aussi. Bien sûr. En fait, il y a un choix à faire le jour du mariage. Soit on le dédie à nos familles, à tous ceux qui sont venus de loin, etc. Et donc, c'est peut-être mieux, comme tu le disais, si ça se termine à 1 ou 2 heures du matin et qu'on planifie de faire l'amour après, ça ne va pas être génial. Donc, c'est peut-être mieux le reporter au lendemain ou sur le lendemain, une fois qu'on est en vacances, dans la lune de miel, etc. Ou bien alors, le mariage, c'est pour nous. Les amis, on les aime bien, la famille aussi, mais... On fait un cocktail. À 9h du soir, on est parti. Et alors là, oui. Alors là, vous faites un truc en amoureux, quelque part. Hein, vous avez réservé une chambre d'hôtel. Et là, oui, d'accord. La nuit de noces a une importance différente. C'est votre choix. Il n'y a rien de mal ou de mieux. C'est le choix à faire ensemble. Et si on reste sur le domaine de la sexualité, si ça ne se passe pas très simplement au début, ne baissez pas les bras. Peut-être qu'on a besoin de consulter s'il y a de la douleur qui persiste ou une pénétration pas possible ou des choses comme ça. Consultez des gens qui font un métier comme le nôtre pour pouvoir justement dépasser le cap et installer une sexualité qui va être épanouissante. Donc ça prend du temps. On peut mettre jusqu'à 2 ans pour trouver son rythme de croisière et un équilibre dans le couple. 2 ans, c'est sûr, ça amène déjà un baume sur le cœur de beaucoup. Bien sûr. Parce que c'est sûr qu'il y a cette pression de la première fois, ça doit être magique, ça doit être extraordinaire, etc. Et que ça peut gâcher la lune de miel. Ouais. Mais aussi, ça amène, comme
comme une forme d'échec, de honte pour le reste. Et puis finalement, après, on se retrouve à gérer des frustrations dans d'autres domaines, etc. Mais surtout si on ne communique pas bien. Et tout ça, si on revient au commencement de tout ça, c'est parce qu'il y a eu une déception au moment de la nuit de noces et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, après, on traîne ça pendant des mois, pendant des années. Donc 2 ans, il faut quand même s'en souvenir, ok, 2 ans. C'est bon, ça vous fait du bien. Ça peut prendre 2 ans pour trouver l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette période mettons, c'est pas forcément relié à la sexualité, mais c'est pas comme on s'imaginait finalement. C'est pas si fun. Il y a le quotidien, on se dispute, c'est un peu lourd, on se comprend pas bien, mais on est coincé parce que là maintenant on vit ensemble, on est mariés. C'est pour la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant qu'on a abordé déjà la sexualité, deuxième problématique qu'on voit chez les couples, c'est que maintenant qu'ils sont mariés, ils vont s'autoriser à dire des choses, des insultes, des cris, etc., qui ne se seraient pas autorisés avant. Parce que maintenant, on a la bague au doigt, donc un petit peu t'es coincé avec moi, je suis coincé avec toi. Je me permets, c'est ça. Ils vont les couples vont se donner la permission de dire des choses qui dépassent ce qu'ils pensent. J'espère que c'est pas ce qu'ils pensent. Et ça, on se donne des coups qui sont pas supportables, en fait. Donc, moi, je dirais d'entrée, ne vous donnez pas la permission de lash out, on dit en anglais, de vous lâcher sur l'autre personne quand vous êtes énervé. On n'insulte pas, on ne monte pas le ton en hurlant sur la personne, en criant des insultes et en disant, tu souris, Sandra, tu veux qu'on te passe le micro là ou non? Ne le faites pas, ça fait trop mal en fait, ça abîme quelque chose. Mais le fait d'avoir l'alliance, on se dit, c'est bon, de toute façon on est ensemble. C'est sécure maintenant. Ne le faites pas, ça abîme. Et comment ça s'est passé pour toi et Mathieu les premiers temps de mariage? Est-ce que vous avez eu une période d'ajustement? Comme on avait beaucoup parlé, je pense que les grandes lignes en général étaient quand même, on était quand même sur une bonne vitesse de croisière. Je pense que c'est plus les petits détails du quotidien, parce que c'est là où finalement tu apprends à vivre avec la personne et que tu vois que tu n'as pas forcément la même éducation. Mais je donne souvent cet exemple quand je parle de ça. Admettons le beurre. Ma mère, elle m'a toujours appris à ne jamais utiliser la fourchette sur mon beurre. Donc le beurre devait toujours être lisse, devait toujours être beau. Tu utilises une fourchette sur du beurre? Les Québécois, ils roulent carrément leur blé d'Inde dans le beurre. Et lui, Matt utilisait la fourchette. Mais au ça début, semble très grave. Au début, on se disputait pour ce genre de choses parce que c'est mon éducation et lui, c'est son éducation. La manière de ranger l'éponge, moi, je la range derrière. Oui, mais moi, je la range. Puis là, on s'est dit, OK, en fait, on va choisir nos combats. On n'est pas les mêmes, on n'a pas la même éducation, on va créer la nôtre. Puis je dirais que c'est plus ça qui a été l'adaptation au début. C'était les petits détails du quotidien de moi, ma maman, elle faisait comme ça. Oui, mais moi, ma maman, elle m'a montré comme ça. Oui, on fait quoi aujourd'hui? Il faut créer sa culture, en fait. Il faut créer la culture de votre couple, en fait. Mais il faut relâcher. En fait, je pense que c'était ça, et choisir ses combats, c'est ça qui a fait toute la différence de OK. Et le papier toilette, il roule comme ça ou comme ça? Mais c'est ça, je me suis dit à un moment donné, s'il veut mettre sa fourchette, en fait, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Tant qu'on s'entend bien et que sur les choses fondamentales, on est d'accord. Donc, de savoir relâcher. Donc, s'il y a des choses qui me tenaient vraiment, je dis, c'est pour ça, moi, c'est vraiment important. Puis lui, la même chose, s'il y avait des choses qui étaient importantes pour lui, puis on essaye chacun de dire, OK, ça, c'est plus important pour toi, je vais faire l'effort. Ça, c'est important pour moi, il va faire l'effort. Donc, c'est comme ça, en tout cas, qu'on a démarré. Ça s'appelle les concessions. Ça s'appelle les concessions. On en fait même après 34 ans de mariage. Tu penses à quelque chose? Dans quel sens on met les fourchettes dans la vaisselle? Effectivement. Non, mais là, c'est pas ma bataille. Là, j'ai laissé tomber. Mais tu vois, on parle de concessions et on est dans une période où on va dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire une concession? Tu sais, si j'ai besoin de faire une concession, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne parce que cette personne-là devrait pouvoir m'accueillir entièrement telle que je suis et me célébrer. Donc j'ai l'impression que quand je fais une concession, c'est comme je cède une partie de moi-même pour l'autre et puis je trouve que c'est injuste. On entend beaucoup ce que tu dis, Annabelle, dans les couples. Alors aux États-Unis, c'est très fort. J'ai le droit au bonheur. Et tu dois me rendre heureux ou heureuse. Et donc, c'est pas à moi de faire un effort vers toi, c'est à toi de me rendre heureux. Et il y a des gens qui divorcent simplement, chrétiens, parce que j'ai le droit au bonheur, tu m'as pas assez rendu heureux ou heureuse, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Et ça, il n'y a pas de fondation biblique pour ça. Non. Et puis, ça ne veut rien dire, parce qu'effectivement, j'aime Rachel pour elle,
Et je vais faire des concessions parce que je l'aime. Et parce que je l'aime, je veux qu'elle soit heureuse. Et effectivement, c'est pas toujours facile. Effectivement, des fois, on est têtu, quoi. Et on n'a pas forcément envie de bien dire, toujours. On a envie, des fois, de gagner les arguments. C'est pas une bonne idée. Et pas forcément de chercher tout de suite le terrain où je vais essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Comme tu le disais, on a des cultures différentes et des arrière-plans différents. Mais je suis dans ce mariage pour la rendre heureuse, elle. Et évidemment, elle s'engage à la même chose vis-à-vis de moi. Mais c'est pas pour qu'elle me rende heureux en priorité du tout. Donc la concession, elle est normale. Elle est même saine. Ouais. Parce que j'apprends à ne plus être égocentré, mais à me centrer sur le bonheur de mon conjoint, en fait. Paul en parle dans la Bible. Hein. Ceux qui sont mariés, vous aurez à vous occuper de votre conjoint avant même de vous consacrer au temps pour Dieu comme vous le faisiez avant. Il y a une réadaptation de notre vie quand on passe de célibataire à marié. On a les bénéfices du mariage, la sexualité, tout ce qui va avec, le fait de ne pas être seul, de prendre des décisions à deux, etc. Il y a les inconvénients du mariage, le fait de ne pas être seul pour prendre des décisions. Parce que ça allait tellement plus vite avant. Ben voilà, c'est une réalité en fait. On choisit d'embrasser la culture du couple marié avec tout ce que cela veut dire. Et quand on se concentre sur les avantages et le choix qu'on a fait, parce que ça m'étonnerait que beaucoup de couples aient été forcés de se marier, et ça sera encore une autre conversation, mais même les couples qui ont été un petit peu orientés l'un vers l'autre, ils choisissent d'apprendre à s'aimer. Et donc, quand on apprend à s'aimer, on grandit ensemble. Franchement, ça vaut le coup. Nous, ça fait 34 ans et on est plus amoureux aujourd'hui qu'on était au démarrage. Parce qu'on a... Je dirais on s'aime mieux. On s'aime mieux, si tu veux. Mieux qu'au démarrage, en fait. Ça, parce qu'on a appris avec les différences, les épreuves de la vie, les différentes saisons que l'on traverse aussi. Et en fait, l'amour grandit. On peut terminer les phrases l'un de l'autre, après, au bout d'un moment, ça devient fun. Elle lit dans mes pensées, ça m'agace au plus. J'étais en train de penser ça. Hein. Comment tu peux même pas mentir. C'est ça, c'est tellement vrai. Il y a une espèce de transparence. La Bible dit Adam et Ève étaient nus, n'en avaient pas honte, et on pense tout de suite à la nudité physique. Alors ça en fait partie, dans le couple on est nus, mais on est aussi nus émotionnellement et spirituellement. Et en fait, cette transparence, je peux pas cacher des choses à Rachel et vice-versa. C'est l'objectif, on doit marcher vers cette transparence entre les deux. Ce qui est au démarrage du mariage, c'est les premières années, nous aussi. Hein. On a eu des disputes fortes des fois. Je me suis aperçu qu'elle n'était pas toujours de mon avis et que je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il était bon cet avis. Et donc, on a eu des disputes parce qu'il fallait qu'on s'ajuste. On était deux têtes de mule mariées ensemble et il fallait qu'on fasse des concessions. C'était pas simple. Et quand on n'a pas bien passé la période des fréquentations, fiançailles, on n'a pas eu les discussions qu'on aurait dû avoir, ou en tout cas, on a peut-être fermé les yeux sur un tas de choses en se disant, bon, écoute, dans le mariage, ça va aller. On verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. Et on voit que ça va pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne va pas vivre avec des regrets non plus toute notre vie. Voilà, je comprends que c'est parce que j'ai fermé les yeux, j'aurais pas dû, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être qu'il faut les déclencher, ces conversations. Et avoir des temps où on va pouvoir prier ensemble et puis dire, voilà, il faut qu'on parle des enfants. Est-ce que c'est le moment? Quand ça sera le moment? Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on doit faire un deuil là-dessus ensemble ou pas? Par exemple, je donne juste ce sujet-là, mais si on n'en a jamais parlé avant, peut-être qu'il est temps de programmer. Allez, on va se prendre 3 jours, on va aller au bord de la mer et on va prier et on va discuter de cette thématique-là. Si on n'a jamais discuté de finances, il faut peut-être qu'on embauche un conseiller financier qui nous aide à mettre à plat les finances et qu'on puisse dire il est temps qu'on s'ajuste, qu'on s'aligne avec ce que Dieu veut pour notre famille et nos finances, notre couple et nos finances. Pour résister à la tentation, ça ne marche pas, on va laisser tomber. On ne va pas aller plus loin, on va laisser tomber et on prend un autre cheval. Excuse-moi de l'image. Mais non, parce qu'une fois qu'on est marié, on a pris une alliance devant Dieu et Dieu a pris ça au sérieux. Et de son côté à lui, rien n'a changé. Et Dieu, à moins qu'on soit dans une situation d'abus, ce qui n'a rien à voir, je ne parle pas de cette situation-là. Si c'était le cas, mettez-vous en sécurité. Là, c'est clairement, il ne faut pas. Psychologique, physique, etc. Mais sinon, Dieu est du côté du mariage, toujours. Donc, en fait, il faut aller, comme tu disais, lui demander son avis. Et ce n'est pas parce qu'on a des différends qu'on doit jeter l'éponge immédiatement. Mais ça va demander de travailler. Moi, je suis toujours surpris. Des fois, des gens viennent nous dire, mais on aimerait avoir un couple comme le vôtre. Mais alors déjà, d'une, t'es pas là quand on se dispute, donc parce qu'on se dispute aussi. Quand les chaussettes traînent, quand la fourchette est rangée au mauvais endroit dans le lave-vaisselle, ce qui est dramatique, je le conçois. Nous avons réglé le problème. Je mets les fourchettes dans le lave-vaisselle. J'ai laissé tomber, les amis.
En fait, il faut bosser. Il n'y a pas un jour, honnêtement, il n'y a pas un jour de notre vie où on ne travaille pas dès qu'on se réveille à notre couple, tout simplement. Et on a appris parce qu'on s'est fait mal, on a appris parce qu'on s'est disputé, parce qu'on s'est dit ça vaut pas le coup, nous on s'aime, on va pas se faire du mal. Et donc, on bosse. On bosse tous les jours sur les choses qu'on a appris. Mais quand tu dis on bosse, ça peut sembler lourd de dire attends, au mariage, moi j'ai pas envie de bosser tous les jours, je bosse déjà toute la journée. Si je peux pas être tranquille au moins dans mon mariage. Est-ce que quand tu dis on travaille, est-ce que c'est quelque chose de lourd, un fardeau, quelque chose qui te pèse? En fait, le plus lourd, c'était quand on se disputait, on se faisait mal. Mais alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, le matin, je prends ma femme dans mes bras. C'est ça que j'appelle travailler. Donc pas mal. C'est pas trop dur. Mais avant, je le faisais pas. Quand même. Je le faisais pas. Et j'avais face à moi un général en chef de corps d'armée qui me et il me disait non, j'ai pas signé pour ça, c'est pas possible. Alors maintenant, je prends le général en chef de corps d'armée dans mes bras et tout va bien. J'ai ma femme. J'avais une question. Est-ce que, parce que quand on parlait lundi des bonnes choses à faire quand on est en fréquentation et en fiançailles, est-ce que vous auriez des conseils les choses qu'on devrait mettre en place quand on commence justement dans nos relations? Là, par exemple, tu parles de prendre sa femme dans les bras, mais tu sais, des choses des fois aussi simples que ça, de se dire je t'aime le matin. Est-ce que vous auriez des choses qui permettent de bâtir dès le début une relation solide? Un de nos grands standards, c'est le rendez-vous amoureux. Ouais, je vais le dire. Le rendez-vous amoureux, il n'y a pas eu 5 semaines dans notre vie. De 34 ans de mariage, on était fiancés. En fréquentation 1 an et demi, fiancés 1 an, parce que j'étais très très jeune. Donc 2 ans et demi avant le mariage. Tu fais la sortie de l'école en vrai. En uniforme, et pour de vrai. Un bel uniforme de marin. J'étais au lycée. Donc en tout, ça fait 36 ans et demi que toutes les semaines, on prend 2 heures pour ce qu'on appelle le rendez-vous amoureux. Qui vous l'a appris à vous? On l'a instinctivement parlant. On en avait besoin. On a toujours fait, on en a eu besoin. Et puis on a découvert qu'il fallait le faire. Après, on a dit, tiens... On a toujours fait ça, en fait. On a dit pendant 2 heures par semaine. Bon, nous, c'est autour de la nourriture parce qu'on aime bien aller manger ou boire un truc. Ouais. C'est très bien, ça. Voilà, oui. C'est le 6e langage de l'amour. Le 6e langage de l'amour, c'est vrai. C'est ça. On aime bien aller se promener pour boire quelque chose ou quand on n'avait pas d'argent ou 5 petits en dessous de 6 ans et demi, on le faisait. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver des babysitters pour nos 5 anges. Je comprends pas pourquoi. C'est trop C'était les amours. Mais on a toujours fait ces 2 heures par semaine où on n'avait pas le droit de parler de sujets tendus, pas le droit de faire de la programmation de quoi que ce soit. C'était juste, je vais être amoureux de toi là tout de suite, là pendant 2 heures. En fait, ça fait un bien fou. Peut-être qu'il faut qu'on rajoute quelque chose. En fait, quand on tombe amoureux, c'est à la fois génial et décevant peut-être, mais c'est dû à une hormone qui s'appelle la PEA. Phényléthylamine. Merci. Et en fait, cette hormone, c'est comme une cocaïne que le cerveau relâche. Et c'est ce qui fait que on a les mains moites, on n'est plus capable, surtout les gars, d'aligner 2 phrases correctement quand on la voit. Ça y est, on est culbuté complètement. Et puis, on a des nœuds à l'estomac, etc. Cette hormone, elle est à haut degré dans le sang de 6 mois à 2 ans. Et après, elle va commencer naturellement, parce qu'on ne peut pas être high constamment, quoi. Donc, elle va commencer à diminuer pour laisser la place à l'oxytocine, qui est l'hormone du lien, de la relation, etc. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de couples dans le monde inconverti, par exemple, ont entre 6 mois et 2 ans, ils vont se casser et ils vont chercher un autre partenaire parce qu'en fait, ils ont besoin de la présence de cette hormone à haut niveau. Et donc, comment on fait, puisqu'elle descend naturellement, pour qu'elle ne disparaisse pas? Des rendez-vous amoureux, tout simplement. L'idée, c'est pas parce que je t'ai épousé que c'est je t'aime et puis maintenant, si ça change, je te le dirai, quoi. C'est je veux être... Il y a quelque chose de mort dans je t'aime, presque. C'est je suis amoureux ou amoureuse de toi et je vais essayer de te reséduire toutes les semaines, quoi. Je veux pas te considérer comme gagné parce que c'est pas vrai. Et j'ai pas envie que tu portes tes regards sur une autre femme ou un autre homme et donc je vais te reconquérir. Je veux rester amoureux et faire quelque chose pour ça. Et le rendez-vous amoureux, c'est ça. Donc, on a mis en place le rendez-vous amoureux. Ensuite, on a une forme de... Donc, on dit « je t'aime » et « je suis amoureux de toi » tous les jours. Enfin, le matin, le midi, le soir. Et on fait des actions qui disent « je t'aime », comme tu as dit. Le fait de me prendre dans les bras, ça me dit « je t'aime », ça me rassure. Et donc, tous les jours, quand Eric dit « on bosse tous les jours », c'est que tous les jours, on
on est intentionnel à dire je t'aime, quel que soit le format. Des fois, ça peut être faire la vaisselle pour quelqu'un, ça peut être me prendre dans les bras, me toucher, me dire quelque chose. Reprenez le livre Faire des cadeaux. Voilà, faire des cadeaux. Ah, voilà. Ah, Marie C'était un de Sandra. message. Tu te rappelles au passage. Mathieu. Mathieu, on t'aime. Et voilà, mais c'est une action, un geste qui, plusieurs fois par jour, va dire je t'aime. Ouais. Parce que, enfin, une de nos philosophies, c'est et si c'était le dernier jour aujourd'hui Eh ben, qu'est-ce que tu voudrais vivre sans regret, en fait. Et donc, si c'était le dernier jour aujourd'hui, ben, on s'est déjà dit je t'aime plein de fois, on s'est pris dans les bras, on s'est dit qu'on se trouve beau, voilà. Et ben, ça fait toute la différence. Ça fait que on transitionne de je bosse, donc je suis intentionnelle à ben, c'est un vrai bonheur d'être marié, en fait. C'est un vrai bonheur. Nous, on a envie de donner envie. Hein. Parce que si on ne le fait pas, ça va, on a mal, quoi. On se fait mal. J'ai pas envie d'avoir mal. J'aime pas la douleur. Et pour les rendez-vous amoureux, maintenant, avec un petit peu de recul sur vos 34 années de mariage, est-ce que vous pensez que ça aurait une différence petite ou majeure de ne pas avoir ces temps ensemble après tout ce que vous avez traversé? Ouais. On se serait éloigné. Si on n'avait pas eu ça, on se serait On est comme éloigné. tout le monde, on a eu des tensions. Des fois, alors, on a eu de la maladie. Il y a eu plein de choses qui auraient pu nous séparer. Et s'il n'y avait pas eu ça, on aurait perdu le fait d'être les meilleurs amis l'un pour l'autre. Ouais. Et ça, Moi, je sais pas comment les couples font sans ça. concevable Je sais pour pas moi. comment les couples font sans ça. Ne faites pas sans ça. Faites votre rendez-vous amoureux, c'est 2 heures par semaine. Ça va vous donner du fun dans la vie, du bonheur dans la vie et le fait que c'est cool d'être marié. Alterner la responsabilité, une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre, ça n'a pas coûté beaucoup d'argent. Puis des fois, c'est un bon investissement de passer une nuit à l'hôtel avec un beau restaurant. On a vécu des ça. expériences de folie avec Dieu, avec ça. Ouais. Parce que il y a eu des époques dans notre vie, vraiment, on n'avait pas beaucoup d'argent. On disait, Seigneur, on voudrait bien aller passer 2 nuits, je vous assure qu'on a fait ça, dans un château. Alors, on choisissait sur Internet et on réservait toujours avec l'option où on pouvait annuler. Gratuitement. C'est Juste au comme cas ça qu'on choisissait. Mais vous alliez quand même jusqu'à la réservation. On faisait la réservation avec l'option C'est vrai. annulation gratuite. C'est comme ça qu'on faisait. On disait, Seigneur, si t'es d'accord, tu vas pourvoir. Pas une fois, on a annulé. Wow. À chaque fois, on est allé. Avec des histoires de folie. Des fois, on cachait la voiture parce que Elle n'allait pas avec le paysage. notre voiture n'allait pas du tout avec le paysage. On était à pied. Non, on l'a dit. Non, est-ce que avec un valet, il y avait un valet à la. On cherchait notre voiture, on dit non, on l'a garée Non, tout ça va. seul. Ça va, merci. C'est la vérité. Il aurait eu peur. Et puis on peut pas te laisser de pourboire de toute façon. Oui, exact. C'est la vérité. Mais à chaque fois, tu as honoré avec un Wow. truc de folie. Pas une fois, on a annulé. Et c'est ça. Faut pas se limiter. Non. Et c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait dit mieux vaut investir. Bon, lui, il parlait de voyage, mais mieux vaut investir dans un voyage ou dans des vacances plutôt que d'investir dans un divorce. Le divorce coûte très très cher et c'est pour très longtemps. Ouais, ça c'est clair. Et alors, à qui est-ce qu'on peut se confier quand ça va pas bien dans ces premières années? Parce que je pense il y a plusieurs choses qui vont qui se mêlent. Il peut y avoir une forme de honte. Tout le monde est content, on est des jeunes mariés, on ne peut pas aller se plaindre déjà. Et puis on va décevoir, tu vois, la honte, mais aussi la déception qu'on ne veut pas causer peut-être à nos familles, de leur dire finalement, c'est pas si génial que ça. Et puis peut-être aussi la crainte d'être jugé. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je pense qu'il y a des couples qui vont s'enfermer dans leur malheur et s'enfoncer. Et puis un jour, t'apprends, ils se sont séparés. Et puis ils vont te dire, mais ça faisait longtemps que ça allait pas bien. Et pourtant, c'est des gens que tu croisais toutes les semaines. Ouais. Et puis ils avaient l'air tellement mignons ensemble. Les gens de ta génération, peut-être, vont être ceux qui pourraient être déçus ou pas comprendre. Si tu as des couples autour de toi qui sont déjà mariés depuis 20, 30 ans et autres, grand frère et grande sœur, eux, ils vont pas être surpris. Parce qu'ils savent très bien par quoi ils sont passés eux-mêmes. Et si ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, ils ont surmonté des épreuves. Donc, si ce sont des croyants, je dirais, va vers eux. Et puis, s'ils te connaissent depuis longtemps, si tu as confiance en eux, que tu les connais depuis d'autres aventures et que tu as pu les tester et ils sont vraiment solides, va vers eux et puis allez ensemble vers eux. Puis peut-être c'est le moment d'en parler un petit peu. Ils ne seront pas surpris outre mesure parce qu'on sait tous, une fois mariés, Paul le dit, je voudrais leur éviter toutes sortes de souffrances. Les tribulations. Personne ne prêche le jour du mariage sur ce verset-là, je ne comprends pas pourquoi. David commence par « Vous n'avez pas péché en vous mariant ». Merci, c'est gentil. Mais bon, on le sait que le mariage, c'est un engagement qui coûte, il faut faire des efforts.
s'il y a quelqu'un comme ça dans votre église, en qui vous avez confiance, des gens qui vraiment ont déjà un bon nombre d'années derrière eux de mariage, ben allez leur parler. Puis évidemment, s'il y a des thérapeutes chrétiens qui peuvent aider, c'est l'idéal. Ouais. Puis investissez dans votre couple. Prenez un livre, lisez-le à deux, à haute voix l'un à l'autre. Ça marche super bien. Les langages de l'amour de Gary Chapman, par exemple. Si vous n'avez jamais réfléchi à le langage de l'amour de ton conjoint, ben voilà, apprends qu'il faut offrir des cadeaux à ta chérie. Et investissez dans votre couple. Franchement, ça va vous aider à rendre la vie agréable. Et un bon témoignage aussi pour les autres. Vous lisiez des livres ensemble? Plus au début. C'est vrai qu'on l'a un peu perdu l'habitude. Un bon livre aussi de Gary Chapman que j'ai lu, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Ah, wow. Exact. Un très bon livre. Il y a plein de questions aussi à faire avec son conjoint à la fin. Puis il parle aussi du langage du pardon, comment on va demander pardon, comment est-ce qu'on a besoin qu'on nous demande pardon aussi. C'est des choses qu'on ne sait pas. Donc la relation avec la belle famille, c'est tout ce genre de choses. Ça, je voulais y aller sur la belle famille, belle famille. Allons-y. Comment est-ce que c'est souvent un problème dans les couples que vous suivez, cette gestion des familles? Je dirais, on tombe amoureux d'une personne et on réalise pas qu'on épouse une famille des fois. Et une culture, une façon de faire. Et il y a des familles très respectueuses, il y en a d'autres qui sont très discrètes, d'autres qui sont très bruyantes et très... C'est nous aussi, les belles familles, les bruyants, c'est nous. Et mince, ils se disputent. Non, ils parlent. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Le ton chez moi... vous êtes nombreux chez vous. Ah ouais, non, c'est nous, la famille. On est bruyants. Et puis, pour être entendu, il faut monter la voix, parce que sinon, on ne t'entend pas. Donc... Et puis les hommes du four aiment la polémique. Donc, les Français un peu. Vous débattez. Donc ça débat. Et on a, de l'extérieur, ça pourrait donner l'impression qu'on se dispute, mais on a besoin de ça pour être les uns avec les autres, qu'on aime ça. Bref. Donc oui, c'est une vraie problématique qu'on n'a pas forcément anticipée quand on est jeunes amoureux, mais il faut en parler en fait. Vos belles-filles, elles n'ont pas eu peur quand elles soient arrivées, qu'elles font le premier repas de famille? C'est intéressant, la première en fait. Quand elle est arrivée, les autres frères ont dit « Ah non, c'est trop tôt là, elle vient trop tôt la première ». Et en fait, elle a été très intelligente, elle les a appelés les uns après les autres. Un par un. Un par un. Et puis, donc son chéri l'avait bien préparé, lui il aime ci, lui il aime ça. Et donc, elle est allée sur leur terrain et ils l'ont tous adopté. Wow. Et elle a donné le ton pour les autres. Et il y en a même une, celle qui a épousé le 4e, elle est allée demander la permission d'épouser leur frère au frère. Wow. Ouais, classe. Alors, la chapeau. Ah, classe. Et puis donc... Des belles filles intelligentes. Ah ouais, non, des belles filles extra. Maintenant, on en a 5. Les 5 sont là. Et et donc, en fait, la première fois qu'elles se sont retrouvées, au fur et à mesure où elles s'ajoutent, elles étaient surprises que leurs maris redeviennent des ados. Il y a ce phénomène aussi. Absolument. Ouais. Et la première fois que notre fils marié est revenu à la maison, le premier, et donc les frères dormaient tous en bas dans une chambre en bas, il a dit « Maman, est-ce que je peux aller dormir avec mes frères en bas ?» Toi, tu dors avec ta femme, hein, dans la chambre. Et c'est ça. Et les filles s'entendent toutes très bien. On est très heureux de cela. Mais c'est une grâce. On avait un truc qu'on n'avait pas anticipé, on n'avait pas prié pour ça. C'est qu'on a prié pour nos futures belles-filles. Franchement, toujours. Dans notre histoire de famille, tous les mardis, parce que chez nous, c'est très structuré. Tous les mardis, depuis qu'ils sont petits. Ah ouais. Je t'assure, c'est vrai. On a prié pour... Des fois, ils nous disaient, tu crois qu'elle est née maintenant? Forcément, elle est née maintenant. Donc, tous les mardis, on a prié pour les futurs chéris de nos fils. Et on n'avait pas prié pour les belles familles. Ah ouais. Mais en fait, c'est hyper important. Parce que la famille de la chérie, elle va impacter la famille de notre fils. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on n'a pas fait et que si on y avait pensé, on l'aurait fait. Parce que les belles familles impactent le couple. Et nous aussi. Et nous aussi. Bien sûr. Bon, là, c'est sûr qu'on va s'adresser plus à des femmes. Mais du coup, tu es là dans tes premières années et à la fois, tu peux vivre des déceptions, des incompréhensions. Et là, tu vas aller peut-être parler à tes copines. Bon, non, on ne parlait pas des copines. Là, on parle plutôt de la famille. Mais tu vas aller parler à ta maman. Et là, tu vas aller te plaindre. Tu vas aller raconter ceci, cela, etc. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ça dépend de la maman en question? Alors, je pense que ça dépend de la maman. Et puis, je vais donner un conseil aux mamans. Votre fille ou votre fils a choisi son conjoint. Donc, je suis désolée, on respecte le choix. Et on l'aide à respecter ce choix qu'il ou elle a fait, en fait. Parce qu'on est là, en tant que parents, une fois que les enfants sont mariés, on prend un pas en arrière.
sur notre rôle et on devient juste des Nous sommes des conseillers. c'est tout. Mhm. Et ce qu'on veut, c'est que leur couple réussisse. Quelle maman ne pourrait pas dire, oui, moi aussi j'ai des tensions avec mon mari. Donc, on travaille à ce que le couple de nos enfants réussisse. Moi, j'ai dit à mes belles-filles, tu peux m'appeler si mon fils fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein. Je suis de ton côté. Hein. D'ailleurs, des fois, elles disent, j'appelle ta mère. Et mon fils dit, vas-y, appelle ma mère. Vous avez vu le geste quand Rachel fait ça? Les gars, ils sont... Tu me dis, ma chérie, s'il fait un truc pas bien, mon fils, tu me dis, je vais le recadrer. Et tant que tu l'aimes, mon fils, je suis avec toi. Et on est là pour aider les couples des enfants à réussir. Donc, les mamans et les belles-mamans, restez à votre place, quoi. Ne vous mêlez pas de leur histoire. Ils vont y arriver. On est là pour les soutenir, pas pour se mettre entre eux. Même quand les enfants peuvent être Demandeur. Ouais, T'as choisi, mon chéri, assume. Ouais, c'est ça. Tu construis ta vie, on va t'aider. J'avais entendu une femme, elle disait, elle était mariée et ça faisait quelques mois, je pense, et elle appelle ses parents et elle parle à son père, elle dit non, je veux rentrer à la maison. Et puis il lui dit en fait, t'es déjà chez toi, donc non, tu rentreras pas, t'es mariée, maintenant tu restes dans ta maison, tu pourras pas venir dormir ici parce que tu t'es disputé avec ton mari, c'est ta maison maintenant. Et elle dit qu'elle était... Tout le monde m'abandonne. T'as choisi, mais non, on va jusqu'au bout. S'il n'y a pas de situation d'abus, bien entendu, oui, bien sûr. Absolument d'accord avec ce que tu dis. Absolument. Non, mais ils vont y arriver, les jeunes. Mais, ça a par rapport avec la belle famille, mais ça me fait penser à ce que tu dis. Quand on est en fréquentation ou même des fois on est célibataire, on nous dit tout le temps, oui, ne va pas te coucher sur ta colère, il faut régler les problèmes. Mais des fois, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Parce qu'avant, quand on est en fréquentation, on se dispute, chacun repart chez lui. Ben oui. Comment ça? Surtout dans les premières années, pour bien réussir à On peut t'en parler parce qu'on a dû tester ça. Vas-y. Alors, déjà, nous sommes des lève-tôt, couche-tôt. Donc, on se lève très tôt, c'est notre façon de fonctionner, et on se couche tôt. Donc, en fait, si on se dispute le soir, on est cuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de passer une heure à expliquer le truc. On va en parler vendredi, hein, c'est ça? Ouais. On va en parler d'après-midi. Mais bon, vas-y, donne un petit... Nous, en gros, on se dit, on est d'accord de ne pas être d'accord. Tu m'énerves. Mais je t'aime, je suis dans une alliance avec toi, donc on va y arriver. Et on se touche le bout d'un orteil, le petit doigt du pied, peut-être comme ça. Parce que je peux pas plus. On s'énerve, on peut pas plus, mais on est d'accord de pas être d'accord et on est dans une alliance. Et demain matin, ça va nous aider, mais ça s'arrête là. Mais on reste dans le même lit. On va pas dormir dans la niche du chien ou. Le verset il dit qu'il faut pas se coucher sur la colère. Il dit pas qu'il faut qu'on soit d'accord. Donc, nous, on s'en arrête là. Ça s'arrête là, on va pas plus loin. On se dit... Non, puis le soir, on n'est pas bon. Tu m'énerves, mais je t'aime. Je choisis de t'aimer, même si tout de suite, je ne le ressens pas. Et donc, demain, on en reparlera et on se touche le petit doigt de pied. Même ça, c'est dur à dire. Mais j'en parlais justement dans ce contexte-là, parce que quand on est dans les premières années de mariage, je pense que c'est quelque chose qui vient nous ébranler un peu. On n'a pas l'habitude. En fait, ça fait partie des choses qu'on n'a jamais eu à dealer avec. Donc... ça nous a aidés. Moi, je crains les versets que je ne comprends pas. Et je ne sais pas pourquoi, si on se couche sur la colère, ça donne accès au diable. Et là, moi, je m'imagine le représentant d'aspirateur, parce qu'il y en a qui nous a fait ça. Oui, ça sent le vécu. Il y a très longtemps. J'imagine le représentant en aspirateur qui rentre chez toi, puis ne te lâche plus, quoi. Jusqu'à ce il met le pied dans la porte pour que tu ne fermes pas, quoi. Et la Bible me dit, et je ne comprends pas techniquement ce que ça veut dire, que si on se couche sur notre colère, le diable, il met son pied dans notre maison. C'est compliqué le couple, on n'a pas besoin de lui. Donc on en a discuté, on a dit comment on fait. Et on discute de ce genre de choses-là quand on n'est pas fâché, en fait. Quand on s'aime, on est dans les bras l'un de l'autre. Alors si un jour on se dispute, qu'est-ce qu'on fera? Jamais on se disputera. Non, oui, mais mon chéri, comment on fera? Bon, on se touchera le doigt de pied. Toi, on a fait ce genre de conversation-là, on a mis ça en place, et quand on n'a pas envie de le faire, tu l'as dit, Sandra. Quand tu disputes, tu n'as pas envie de jouer par tes règles. Ben, on s'oblige à jouer par nos règles parce que ça aide quand même. On va en discuter vendredi, mais comment ça nous a sauvé la vie. Disputer. Ça nous a parce que soyons honnêtes, on se dispute quand on est marié. Mais moi, je pense que ces trucs-là nous ont sauvé la vie. Carrément. Et qu'est-ce qui est normal de vivre pendant les premières années de mariage, pendant ce temps d'ajustement, parce que on peut aussi avoir cette espèce d'illusion que ça va être
hyper facile. On était tellement contents de se marier. Et tu vois dans les films, ils aménagent, ils trouvent leur appart de rêve, ils repeignent. Ils dansent. C'est ça. Ils font la cuisine ensemble. Et commandent du chinois, etc. Sauf que là, t'as pas ton appart de rêve, t'as même pas d'argent pour commander du chinois. Et les travaux, c'est nul. Donc, finalement, c'est quoi qui est normal et acceptable de vivre dans Moi, cette je trouve période? que, alors, on s'est mariés, on était jeunes encore tous les deux, on n'avait rien. Mhm. On mangeait par terre et On notre avait pas de première table. table était une table basse, donc on mangeait accroupi. Mhm. Et finalement, on n'avait pas d'armoire au démarrage, donc ça Notre semble vraiment. première armoire, on l'a regardée comme si c'était le Taj Mahal. Ça fait un peu Cosette, et c'est pas pour vous faire pleurer, pas du tout, parce que moi je souhaite ça à tous les couples qui démarrent. Mhm. Si on a trop dès le si on a beaucoup dès le démarrage, on n'apprend pas la joie d'avoir économisé et d'avoir acquis quelque chose tous les deux, Mhm. finalement d'avoir une table à la hauteur normale. Waouh, c'est génial. Alors que, en fait, c'est bon de démarrer, de galérer ensemble au démarrage, parce que ça crée un ciment entre nous qui nous permet d'affronter d'autres choses après. Honnêtement, je sais pas comment font ceux qui ont tout dès le démarrage. Mhm. Parce que où est le ciment entre eux, c'est peut-être moins facile finalement. Et quand la difficulté vient, comment est-ce qu'ils font s'ils n'ont pas développé des réflexes entre eux, d'être solidaires? Donc, vaut mieux partir, même si on se marie plus tard dans la vie, partir d'un endroit où on va construire quelque chose ensemble. On n'emménage Plutôt pas que d'aller chez l'un ou ou l'autre. chez l'autre. Ok. Voilà, construisez quelque chose ensemble. Et puis, je pense que ce qui a été pour moi le plus d'ajustement au démarrage, c'est de comprendre qu'on allait vivre des saisons. Et quand on s'est mariés, on avait... donc, on est au démarrage de notre vie et on a eu des saisons où on a travaillé, où on a choisi que c'était le moment de construire notre famille. Donc, j'étais plus en retrait, la place dans le ministère. Mhm. Et se préparer à vivre des saisons différentes dans le mariage et des épreuves. Mhm. Parce que la maladie vient, parce que les deuils viennent, parce que les soucis à tel ou tel niveau arrivent. Et donc, se préparer aux saisons et aux épreuves nous a aidés. Ça, c'est normal de vivre des saisons, des épreuves différentes. Il faut les anticiper, en fait. Plutôt que de subir la vie, si on anticipe la saison qui est devant nous, on y fait face mieux préparé, je pense. J'allais dire, mais quelquefois l'épreuve, On l'a pas anticipé. Ouais, puis Ouais. qu'elle est là à la Ouais. porte dès le lendemain du mariage. C'est peut-être là où tu te Ouais. prends une claque, en Ça, fait. c'est sûr. Mm, Donc, restez pas seul, en fait. mm. Restez pas seul parce on n'a pas encore rencontré. Dans nos longues années, multiples heures de relations d'aide, on n'a pas encore rencontré de situations qui ne pouvaient pas être démêlées. Mm. Et où les gens ne pouvaient pas, les couples ne pouvaient pas trouver un équilibre, un bonheur, quelque chose qui va être profitable Parce qu'on a et vu- honorant pour Dieu. on a aidé des centaines et des centaines de couples, et ce que l'on a vu qui fait la différence. Parfois, il y avait des crises, on se disait, honnêtement, malgré notre expérience professionnelle, avec Rachel, on se regardait puis on se disait, Ça va être alors là, celui-là, on ne sait pas si ça... Et en fait, ce qui compte, c'est évidemment que la gravité de ce qui s'est passé entre eux compte, mais le plus important de tout, c'est est-ce que tu es prêt à tout donner pour sauver ton couple et travailler à ton couple. Mm. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont vraiment déterminés à donner une chance à Dieu pour leur Oui. couple et à se donner à fond Oui. pour sauver leur mariage, point. Mm. Que ce soit au bout de 6 mois de mariage ou même moins des fois. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, on a vu des mariages qui tournent mal très vite. Mm. Et en fait, s'ils ont cette mentalité, mais j'ai le droit au bonheur, ça marche pas, je change, eh ben ça, effectivement, ça marchera pas. Et Dieu, pas Dieu, si tu donnes pas une chance à Dieu, eh ben ça partira dans le décor, c'est clair. Donc en fait, il faut s'autoriser à rêver grand au niveau du bonheur pour notre couple, en fait. Parce que si on jette l'éponge, ça va s'arrêter. Si Ouais. on dit, moi, je veux plus et je suis prêt à mettre le prix, à m'investir, tu vas avoir plus et tu vas avoir beaucoup d'épanouissement dans ton couple. Ça en vaut la peine. Fois, on a envie de tordre le cou à Hollywood, hein, parce que si tu m'aimes, tu devrais savoir. Spontanément, je pourrais le lire Parce dans tes que je le pensées. vaux bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ben non, quoi. Quand je disais la notion de travail, je veux pas qu'elle soit rébarbative, mais j'ai envie de m'investir Investir. dans la vie de ma femme et dans la mienne en même temps. C'est moi qui vais en bénéficier aussi. C'est un retour sur investissement, si j'ose dire un truc pareil. Mais ce que j'investis dans mon couple, mais c'est moi qui vais en bénéficier aussi par ricochet. Donc ça en vaut la peine, vraiment. S'il y a une chose sur laquelle je veux investir, c'est mon couple, quoi, vraiment. Bah, merci, et ça donne encore beaucoup d'espoir de savoir que à travers toutes ces années d'accompagnement, de suivi que vous avez fait avec les couples, qu'il n'y a aucune situation qui est impossible à Oui. démêler.
tant qu'on est volontaire. Alors, Oui. particulièrement si vous êtes au début de votre mariage, eh bien, c'est le moment de prendre de bonnes habitudes et de ne pas vous laisser non plus avoir par ce mensonge je me suis trompée, et de nourrir ça constamment, parce que ça va juste vous décourager et vous empêcher de faire les efforts que vous devriez, les efforts que vous pourriez mettre pour que ça fonctionne. Vous allez les mettre pour vous expliquer, vous justifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Et très important, on revient sur le conseil d'Éric et Rachel, le rendez-vous amoureux une fois par semaine, 2 heures de qualité où, on rappelle, Eric, on ne parle pas de sujets tendus, on ne fait pas de planification. Et il y avait un On ne parle pas de travail. Ouais. Oui. Et on développe l'amour, quoi. On parle de choses qui On vont fait nous faire du focus bien. sur nos rêves ensemble. Ok, donc c'est pas si horrible que ça quand même. Quand même. Franchement, il y a pire dans la vie, mais ce sont des temps de qualité qui vont, je crois, amener une grande différence. Alors, plutôt que de perdre du temps dans des choses futiles qui ne construisent rien du tout, eh bien, investissez, soyez intelligents, soyez sages, femmes, sages, bâtissez votre maison. Amen. 2 heures dans la semaine, ça en vaut tellement la peine. Regardez, 34 ans, après toute une vie, et encore, vous avez encore plein d'années, mais tu parlais de saison, vous êtes partis en mission, vous êtes partis avec toute une famille, des enfants en bas âge, vous êtes passés par la maladie, vous êtes passés par des grands changements de vie, et le rendez-vous amoureux, vous avez réussi à le tenir. Alors, je crois que vous êtes des personnes extraordinaires, mais si Ça vous doit avez être pu le ça. faire, on peut quand même le faire. On est très dans la Non, norme. le matin au réveil, on n'est pas si extraordinaire que ça. Je t'assure. Eh bien, merci beaucoup, Eric et Rachel. Merci. Et vendredi, eh bien, soyez prêts, on va se disputer. Ah, yes. Mais bien, Elegant de la Box. bonne façon, ok? Donc, à vendredi, bye bye. Bye bye.